Je suis artiste, musicien, chanteur. C'est très difficile parce que moi je fais 6 albums, mais je ne gagne pas l'argent. Tout le monde me connaît, tous les Mali me connaissent, mais je ne gagne pas l'argent à cause du piratage. Il faut acheter les bons cassettes. Il ne faut pas acheter des piratages. Le Mali il est connu comme un pays, c'est le pays plus démocratique de la région, à part le Sénégal peut-être, où vous avez... le Mali est un extrêmement bon élève en ce qui concerne les élections, le jeu démocratique d'accession au pouvoir. Mali is doing pretty well. 5% growth. Still, when you're multiplying 1.05 times a very, very low base, you still end up with a very low base even after 10 years. So Mali is still a laggard in West Africa, even though it's done better than most. It now, 20 years ago, it was by overwhelmingly a net importer of foodstuff. Now it's self-sufficient, even exports a little rice. Le Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga a reçu aujourd'hui l'administrateur de la BAD, Fontes Alexandre. Le Mali, comme on dit, le Mali est l'un des meilleurs partenaires de la banque. Le Mali est parmi les 10 meilleurs États africains en termes de performance. Donc, pour le FAD 10, vous allez constater une nette augmentation des ressources qui seront mises à la disposition du Mali. Ce sont des ressources concessionnelles, financées sur 50 ans. Parce qu'on nous prête l'argent pour détruire nos économies, pour détruire nos sociétés, pour détruire nos cultures. Nous empruntons pour cela. Nous payons des fonctionnaires qui mettent en œuvre les instructions du FMI et de la Banque mondiale. Les pauvres payent des impôts pour qu'on mette en œuvre des réformes qui n'ont rien à voir avec leurs aspirations profondes. L'État doit se désengager. Il faut vendre les soins de santé, il faut vendre l'eau potable, mais tout est à vendre. Alors maintenant, bien sûr, les privatisations. On nous dit l'énergie est mal gérée, le chemin de fer est mal géré. Donnez-nous, chers petits, on va le faire bien, on va le faire pour vous, mais on va vous le vendre. Il y a deux entreprises qui ont été privatisées qui posent beaucoup de problèmes aux gens aujourd'hui. La première, c'est les chemins de fer. La seconde, c'est l'énergie. Les gens ont très vite vu la misère qui vient de cette privatisation. Sur 36 gares et points d'arrêt des stations et des haltes, ils en ont fermé 26. Et ceci produit l'effet que les gens ils travaillent pour rien parce qu'ils ne vont pas se vendre à eux-mêmes le produit de leur travail. Vous avez des cultivateurs, des éleveurs, des pêcheurs qui n'arrivent plus à valoriser le produit de leur travail. Ceci se manifeste en matière de fruits, ceci se manifeste en matière de produits de cueillette, qui sont des fibres, qui sont du poisson, qui sont d'autres sources, qui n'arrivent pas à être valorisés par ces gens-là. Et c'est justement le fondement de leur vie, laquelle vie a été développée pendant une centaine d'années sur la base de l'existence du chemin de fer et de ses activités. Participer à la mondialisation en écrasant, en mettant le feu le long de l'axe qui sert la mondialisation. Ça veut dire quoi? Les trains communiquent entre le port et les centres les plus importants pour disloquer le fret, mais tout ce qui est sur le parcours
qui devraient jouir de cet outil-là parce qu'ils passent chez eux, sur leur terre, n'ont plus le droit de l'utiliser parce qu'ils ne sont pas rentables aux yeux de l'opérateur. Ça, c'est pour nous du saccage. On décide de laminer carrément l'économie, les hommes et les femmes de ce pays. Et là, on n'est pas d'accord avec ça. Surtout quand on considère que cet outil est un patrimoine national. Il y a, par exemple, pendant une période de moins d'1 an, 14 victimes parce que ces personnes auront été désignées par les services sanitaires comme devant être envoyées vers des centres de santé, vers des hôpitaux plus performants pour les prendre en charge et les soigner. On n'arrive pas à les mettre sur un train. Pension te bere i be passé bo pension na i taga to i ba bo ina to pension te bere o gele ayo danga ngelente de ambe dugu bere do gele do mi dugu bere ka anga yorola kabina adamina ibmako yanye katafo kita kabo kita kata tuko to kata maina gele bambela jelende ka ne kelente koyi ambe de kungodo dugu bele jelende kungodo pension ta la be de kungodo amo chama da bina pension ta yanno na nyata ante foi sorala ni tinyelite wari be ban fentambulo parce que be passe min ta ka bibulo. La privation du chemin de fer sur sa partie malienne a frappé 618 agents du chemin de fer qui ont été licenciés. Aujourd'hui, parmi ces 618 personnes mises dans la rue, il y en a qui ont perdu la vie parce que ce qui leur a été promis n'a pas été donné. Et ceci a joué sur les nerfs et sur la santé de certains, au point qu'ils n'ont pas pu se relever de cela. Ceux qui ont permis ça sont partis avec de l'argent, on les a dédommagés, les chefs ont été dédommagés à des millions, ils ont trouvé du boulot ailleurs, mais les populations là-bas sont dans la misère. Des gares sont fermées, il y avait des petits villages, ou des villes, ce n'est pas des villes, des villages, 2000 personnes, 3000 personnes, 5000, 10 000, qui vivaient autour de la gare. Les trains arrivaient, trains de voyageurs, trains de marchandises, ils s'arrêtaient, on échangeait quelques produits misérables, mais ça faisait vivre les gens. Quelqu'un s'est levé un bon matin, il dit « Tous les droits des cheminots sont caducs parce que nous avons procédé à ça. » C'est ignorer tout l'état du droit dans le pays. Ce chemin de fer a été bâti sous la colonisation. Nous avons perdu des gens là-dedans. Des gens sont morts de travaux forcés. On a mis des gens en travail forcé pour faire la ligne de chemin de fer dont le colonialisme avait besoin pour exporter les matières premières. Cacahuètes, riz, pour la guerre et tout. La ligne Dakar-Bamako, on appelle Dakar-Niger. La libéralisation a mené à sa privatisation. La société qui gère le chemin de fer aujourd'hui s'appelle Transrail SA. Transrail SA est constitué d'opérateurs locaux, c'est-à-dire l'État malien, l'État sénégalais, des privés, maliens et sénégalais, et de ce qu'on appelle un partenaire stratégique, qui est Transrail Investment. C'est comme des cacahuètes qu'on vend. Et ceci, malheureusement, les cacahuètes n'ont pas la même incidence sur la vie des hommes et des nations qu'un chemin de fer. Un chef d'État qui prend la position d'une autre par rapport à ce dossier, sans considérer les véritables intérêts de sa nation, ce serait faire de la trahison, de la haute trahison de mon point de vue. FMI, Banque mondiale ou toute autre caisse qui existerait par ailleurs a le droit de défendre ses intérêts. Mais lui, il a le devoir de défendre les intérêts de l'ensemble de la nation. La privatisation du chemin de fer a été décidée par l'exécutif de l'époque, le gouvernement de l'époque, et sans l'aval de l'Assemblée. Et donc, le gouvernement actuel a voulu que l'Assemblée entérine. Et ça, l'Assemblée ne voulait pas. Beaucoup de députés
ont résisté pendant longtemps. Et entre-temps, il y avait les gens qui marchaient, qui organisaient des manifestations pour protester contre la privatisation des chemins de fer. Bon, la loi a fini par être votée. On me dira, il y a eu des pressions, mais l'alerte est donnée. Les gens se disent maintenant, nous voulons savoir dans quelles conditions ça va se passer, les privatisations. Nous ne voulons plus d'accords secrets. Le droit qui est promu ici, c'est le droit des possédants. C'est le droit pour les investisseurs étrangers de venir, de piller, de payer des bas salaires, de polluer notre environnement, de rapatrier leurs bénéfices. La commune est dirigée premièrement par un bureau communal. Le bureau communal comprend le maire et 16 adjoints. Il y a aussi le conseil communal qui comprend 17 personnes. Donc les 17 personnes qui composent le conseil communal et l'ensemble des élus de la commune. Maintenant, il y a des organismes traditionnels comme les tontiki, les conseillers villageois, les notabilités, les personnes de caste, entendant par là les griots, etc., qui composent l'administration de la commune. Nous devons commencer avec ce qu'on a et non pas dépendre complètement d'une aide internationale qui a montré après 40 ans d'indépendance que ce n'est pas ça la voie de sortie. Mais les gens sont vraiment imbibés de leur culture ici. Il y a une fierté de notre civilisation qui est parfois exagérée, hein? Bon, mais c'est un garde-fou. C'est un village qui est assez grand. De près, actuellement, on peut dénombrer ça à plus de 12 000 habitants, environ, ceux qui sont vivants. Et à Bankmana, il y a les chefs de village. Nous pouvons dire que c'est un village à peu près qui est créé il y a près de 209 ans. 209 ans. Et il y a beaucoup de chefs de village qui se sont succédés. Nous avons recensé jusqu'à 19 chefs de village. En ce qui concerne la jeunesse, les regroupements suivant les âges, ici on les appelle des carrés. Les carrés, actuellement on a 27. 27 qui se sont succédés actuellement. Et dont certains sont présents, mais dont les premiers sont presque tous étendus. Mais tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons ce sens-là de garder notre histoire. Nos vieux qui sont là, ce sont nos bibliothèques. C'est pourquoi on dit en Afrique, un vieux qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi le mot bibliothèque, c'est là? Parce que là, ceux-ci sont le grenier du savoir. Ce sont nos greniers. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'être à leur côté pour savoir ce qu'on est. Après d'avoir donné l'ordre du jour, maintenant il ordonne à tout un chacun de parler. Notamment, comme on l'a dit, du moins âgé jusqu'au suprême, c'est-à-dire au plus âgé. On ne saute jamais de personne. Et chacun dit ce qu'il en pense par rapport au sujet.
Les Tontigi constituent la police du village. Donc ils sont chargés de maintenir l'ordre public et de mener aussi les enquêtes pour n'importe quel problème qui a lieu dans le village. Par exemple, même si on découvre un cadavre dans le village ou derrière le village, ce sont les Tontigi qui sont avisés, même si c'est dans la nuit. Les Tontigi sont avisés, ils vont constater le décès et puis ils vont informer après les gendarmes. Donc min jotala directement tonglement ba fo ka sa jotala eni ni ke kan ngoni antabe keti. Alors lorsque deux personnes sont en conflit, alors on envoie un griot les chercher et lorsqu'elles arrivent sur cette place, alors le procès commence. Entre-temps, le chef des Tontigi désigne deux tomboloma, alors qui sont chargés de dire, enfin, d'appliquer le droit pénal villageois. Et alors, il demande aux deux parties de s'expliquer. Les parties s'expliquent et après cela, ce sont les tombolements qui décident, qui disent qui a raison et qui a tort. Les deux tombolements qui sont désignés sont vraiment les maîtres du procès. Ils sont considérés comme les représentants, les porte-parole, et toutes les décisions qu'ils prennent engagent les autres et tout le monde est solidaire de cette décision et personne d'autre ne parle. Si quelqu'un peut parler encore, c'est un griot, les griots qui pourraient venir intercéder en faveur de l'accusé, disons, appelons-le comme ça, pour atténuer, si vous voulez, la sanction. Au kotara kanda ambo passer gendarme bon ni fagali fena bora kogola ambo passer gendarme parce que bonyana anga nouveau ma anga problème betino. Ah d'accord. En fait, il y a vraiment deux cas pour lesquels ici et même il s'estime incompétent, c'est lorsque au cours d'une querelle quelqu'un est blessé, grièvement blessé donc jusqu'au sang, alors donc il se déclare incompétent, il a fait les transmises à la justice ou lorsqu'il y a mort d'homme aussi. Lorsqu'il y a mort d'homme, il se déclare incompétent tout de suite. Ni kɛra tɛmɛsɛnɔri awa I nana kojugu kɛ I bɛ di tontigi ma kɛ tontigi le b'i mara mini mara cogo sa awɔ b'i mara ni ne teli ka kan o b'i ten awɔ k'i mara. Tout le monde se connaît ici dans le village. S'il y a un événement qui n'arrive pas à être tranché le même jour, s'il s'agit des autochtones, on leur dit allez-y, demain vous allez revenir. Parce que tout le monde est en demeure. Si tu fuis, ce sont tes parents ou bien tes enfants qui vont récolter le pot passé. Bon, on n'est pas vraiment... En pensant à l'honneur quand même, tu es obligé de rester pour suivre le débat jusqu'à la fin. Ça, c'est en ce qui concerne les autochtones, les notabilités. S'il y a un problème comme ça, c'est résout comme ça. On ne les met pas en prison, on ne les attache pas, mais on les convie à revenir pour que ça soit bien éclairci. Bon, en ce qui concerne les étrangers, des passants quand même, on ne peut pas leur dire allez-y pour revenir demain parce qu'on ne sait pas où ils sont, d'où ils viennent. Donc, ils sont maintenus. Ils sont maintenus par les groupes d'âge qu'on appelle les Tontigi. Jusqu'en début de journée, tu es maintenu et tu es gardé jusqu'à ce que ton procès soit vraiment réglé. L'élection n'est pas forcément, pour nous en tout cas ici, le critère fondamental de la démocratie. Donc nous sommes une vieille nation qui a connu des grands empires, qui a une longue tradition institutionnelle depuis longtemps. Si au niveau du village, il y a une espèce de démocratie directe, bon, le reste, c'est surtout le principe de grands électeurs ou des choses comme ça. Bon, le taux de participation a rarement dépassé le quart de l'électorat. Parce que les gens ne se reconnaissent pas
Les hommes politiques, parfois ils disent non, ces jours-là il a plu, les gens ne sont pas sortis, etc. Mais ce n'est pas le climat qui va expliquer. En fait, les gens ne se reconnaissent pas dans ce système-là. L'autonomie du local, ici, est plus le signe de la démocratie que l'élection. Anyway, Mali is a shining example of democracy. It's rated free by Freedom House, which means a 2 or less. So it's in company with Germany and everybody else in that group, United States, Britain. And so on the democracy front, Mali is one of the leading countries in Africa. L'USAID se moque de nous en disant que cette démocratie, c'est une démocratie. C'est le pays idéal. Quand ils ont cassé, et toute quelle raison, nous on a tellement espéré en 91 qu'avec le vote, nous avons enfin la possibilité de penser pour nous-mêmes, de choisir des hommes. Mais ces hommes, ils viennent, ils tiennent toutes sortes de discours, mais ils n'ont pas les moyens. La dernière élection présidentielle, on a invalidé 500 000 votes au premier tour des élections présidentielles. Alors, c'était un tiers des votes exprimés. On chante, on danse, on vote, tout le monde est content. Le choix des hommes est soumis à des mécanismes. Rien que l'apprentissage du vote prend toute notre énergie. Nous passons des jours et des jours à apprendre aux paysans, aux femmes, comment voter. Pas pourquoi voter, mais comment voter. La différence idéologique au Mali n'est pas très prononcée entre les partis politiques. Et c'est un peu la critique que je leur adresse en disant toujours, vous n'avez pas de base sociale. Vous n'avez pas... c'est pourquoi il y a 80 partis, parce que vous n'avez pas de programme non plus. Tous les programmes se ressemblent. Et on a été tellement acculés, tellement humiliés, que nous n'avons plus confiance en quoi que ce soit. Et nous avons des dirigeants qui viennent au pouvoir, non pas parce qu'ils ont envie de changer cette situation, mais parce qu'ils ont besoin, ils ont un agenda personnel, un agenda pour les leurs, comment sauver leurs enfants, les envoyer étudier en Europe, comment sauver, comment faire de telle sorte que leurs épouses puissent accoucher en France. Et c'est le sauve qui peut, non, je vous assure. Si vous faites une enquête sur les privatisations, tout de suite, les populations vont se prononcer. Hein. Si c'est une enquête, ils vont dire que non, vraiment, ça ne nous a pas plu. Mais pourtant, les députés qui représentent, la logique voudrait que les députés votent. Si le gouvernement propose que les députés votent contre, mais ce n'est pas ça. Les députés, ils sont le plus souvent, c'est des enveloppes, il paraît. On leur donne des enveloppes et ils votent. Un tiers de l'aide internationale qui est donnée au Mali passe dans le circuit de la corruption. La corruption, je peux plus ou moins fermer les yeux dans tous les domaines de la vie publique, sauf dans l'enseignement et la magistrature. Aujourd'hui, nous avons au moins 400 magistrats. Au moins 400 magistrats, parce que je ne compte pas ceux qui sont encore en formation, parce que si eux, ils venaient de sortir, on va aller jusqu'à 450. Au Mali, bon, on n'est pas encore des procureurs indépendants comme dans certains endroits du monde, mais il faut avouer que les procureurs, comme quelqu'un l'a dit, sont autonomes. Ils font leur travail en toute indépendance. Je suis l'avocat de 4711 paysans à l'Office du Niger. J'ai pris sur moi la responsabilité de les défendre sans fixer d'honoraires. Le gouvernement malien veut les évincer parce que simplement on veut vendre les terres de l'Office du Niger aux grandes firmes, aux firmes multinationales.
Nous ne comprenons pas cela. Nous avons dit, mais écoutez, d'accord, que l'État vende à la limite les terres parce que l'État c'est le grand propriétaire. Mais nous estimons que les paysans qui ont 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, l'État aurait dû les sécuriser en transformant leurs droits d'usage en droits de propriété. Les terres immatriculées au nom de l'État, le chef coutumier ne peut avoir aucune prétention. Même les terres non immatriculées, le chef coutumier sait que la terre appartient à l'État. Ils ont un droit d'exploitation qui est là, qui leur est reconnu, mais le jour où l'État aura besoin d'immatriculer n'importe quelle terre, elle purge les droits coutumiers et puis elle immatricule, il en fait un titre foncier. Donc la distinction est nette. La distinction est nette. Il n'y a pas de conflit possible entre le chef coutumier qui peut revendiquer la propriété ou forcer la possession d'une terre qui est déjà immatriculée au nom de l'État. Et maintenant, le gâteau sur la cerise, c'est... Voilà, c'est ça. Voilà. Il a... Tony Blair qui a tué en Irak a un projet pour l'Afrique. L'augmentation de l'aide de 50 milliards de dollars US, le signal d'un nouvel accord sur le commerce, l'annulation de la dette des pays les plus pauvres, l'accès universel au traitement contre le sida, l'engagement à créer une force de maintien de la paix pour l'Afrique. En retour, l'engagement des leaders africains à plus de démocratie, à la bonne gouvernance et à l'état de droit, tout ceci ne va pas changer le monde dès demain. C'est le début d'un processus, pas une fin. Nous remercions très sincèrement le G8 pour cette générosité à l'endroit de l'Afrique et nous continuons à combattre pour que tous les Africains puissent profiter de ce fruit. L'annulation de la dette de 18 pays pauvres, dont 14 en Afrique, n'a pas été généralisée. Quant au 3e pilier du plan d'action pour l'Afrique défendu par la Grande-Bretagne, la suppression des subventions agricoles à l'exportation, le G8 a appelé à l'élimination de ces subventions sans aucun engagement de date. Cotton, however, is the major export. It's the leading exporter of cotton in Africa and is about the 3rd leading exporter in the world. It is no friend, of course, of U.S. Cotton subsidies, which lower world prices. Mali has also is in the process of becoming a major gold producer. We don't have anything to do with it with AID, but a number of establishments have started operations in Mali, and while the production is still not great, it is on a trajectory that it could even take over Ghana in 2nd place. So gold is becoming a big deal. Parce qu'il va falloir que les multinationales, c'est pas énorme ce qu'ils prennent ici, mais c'est pas banal non plus. C'est mieux que rien. Parce que s'ils peuvent continuer à prendre le pétrole, à acheter le coton et à vil prix, mais l'enjeu majeur c'est le pétrole. Ce qui hier était du domaine du probable et aujourd'hui du domaine du réel. Il y a des sociétés qui se sont engagées. Nous nous sommes engagés à réaliser un programme de forage pour une valeur de 16 millions de dollars américains au cours des 4 années après l'aboutissement des études techniques. L'industrie pétrolière n'est pas une industrie comme les autres. Elle suscite beaucoup d'intérêt, elle suscite souvent de la polémique, elle suscite surtout beaucoup de soupçons. Le meilleur moyen de contrecarrer, si je peux utiliser ce terme, le soupçon, c'est la transparence.
Vous connaissez la daba? La houe. C'est une honte. Après 40 ans d'indépendance, c'est une honte. Nos pères, nos grands-pères ont cultivé avec la houe, ça se comprend. Nous comprenons. Mais avec un Mali indépendant, où même nos forgerons peuvent faire la charrue. Même nos forgerons. Qu'on n'aille même pas commander en Chine ou bien qu'on n'aille même pas commander en Belgique. Mais même nos forgerons, vous leur faites des hangars, ils vont faire des charrues pour les villageois. Non, on préfère aller chercher ailleurs à la recherche d'une théorie économique. One of the problems in Mali is that cotton production has doubled in the last 10 years, which would be good, except that the price is guaranteed to the farmer. And the world price in cotton has been going like this, and the cotton price offered to the farmers in Mali has been going like this. So they are getting to a point where they're either not making any money or beginning to lose money because the government has put a stress on keeping the price good so that the farmers would plant more cotton, and they double production, but the revenue coming to Mali has gone down and down as the world price has gone down. So it's an artificial. What they've developed is an artificial incentive structure where they should have been reducing the prices to the farmer. La production du coton ici est extrêmement importante. Elle fait vivre plus de 3 millions de personnes et c'est une des ressources de ce pays. Donc quand il y a ressources, surtout dans des pays dans lesquels il n'y a pas de subventions qui soutiennent les producteurs, eh bien on est toujours appelé à améliorer les productions. Les OGM pourraient être, dans un premier temps en tout cas, une source d'amélioration de la production en tant que quantité. Le secteur de l'éducation, à travers lequel s'insère la recherche, a été complètement mis à plat par les politiques d'ajustement structurel. Les budgets alloués à l'éducation ont diminué de façon drastique. Ce qui fait que la recherche aujourd'hui n'a aucun moyen. Les chercheurs pratiquement ne travaillent plus, les laboratoires ne sont pas équipés de moyens totaux. C'est dans cette situation que des organismes de coopération bilatérale et bilatéraux entre les pays du Nord et les pays du Sud, particulièrement du Mali, tel le cas de l'USAID, viennent dans des conditions comme ça proposer, à la limite ce n'est même pas la pression, c'est la corruption. C'est la corruption pour dire, voilà, si vous voulez travailler sur les organismes génétiquement modifiés, nous allons procéder au renforcement des capacités de vos ressources humaines, nous allons équiper vos laboratoires et nous allons vous donner les moyens nécessaires pour mener de telles recherches. Moi, je ne me prononcerai pas. Je pense que différents chercheurs en France ont des avis partagés. Moi-même, je n'ai pas d'avis tranché. Je sais que, tout simplement, par voie de pollinisation, les OGM peuvent uniformiser justement la diversité biologique et que d'un simple point de vue du bon sens lambda d'une personne comme moi, je me dis ça peut être dangereux qu'une variété prenne le dessus sur d'autres variétés qui étaient peut-être des variétés anciennes et résistantes. Je ne sais pas si ça vaut la peine sur le coton qui est une variété assez rustique et je ne crois pas qu'il existe ici de coton sauvage. C'est une plante qui a été de toute façon implantée, mais ça peut être vrai pour des sorgho, pour des milles ou d'autres plantes qui sont vraiment des plantes endémiques et qui pourraient avoir à pâtir de la question des OGM. Vous avez une céréale, mettons le maïs, que nos ancêtres ont appris à maîtriser. Chaque année, on plante le maïs, en dépit des aléas climatiques, ça pousse, on récolte, on prend une partie qu'on met comme sémence pour l'année suivante. Mais le choix, la sélection des sémences, ça s'apprend ça. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est une expérience humaine qui a duré des générations. Et ceci va finir parce qu'on va nous envoyer des sémences qui sont programmées ailleurs. Monsanto, je vous ai dit son nom, d'autres sociétés vont nous envoyer ça. Ça fait beaucoup d'un coup, mais après il n'y a pas de semences. Vous en récoltez, vous plantez, ça ne donne rien du tout.
À la longue, ce sera quoi? Nos populations seront à la merci des gens qui vendent les semences. On vous tient par ça. Si vous ne faites pas telle politique de libéralisation, ne faites pas telle politique de pénétration industrielle, on coupe les céréales. La dernière conférence, nous l'avons vécue, c'était, comment dirais-je, un véritable assaut sur les pays ouest africains. Parce que l'acteur principal qui a financièrement soutenu cette rencontre et sur le plan organisationnel a pris tout le contour de cette rencontre, c'était les États-Unis d'Amérique à travers l'USAID. Les gens meurent de faim. Au nord, au Gao, au Tombouctou, comme notre voisin le Niger, c'est la mort, les enfants meurent. Ceux qui ne meurent pas tout de suite sont atteints à jamais par la malnutrition. Aujourd'hui, les organismes génétiquement modifiés ne constituent pas une priorité pour l'Afrique et pour nos pays africains. Dire que les organismes génétiquement modifiés vont résoudre la question de la faim, c'est faux, c'est un alibi. Une simple technologie ne pourra résoudre la question de la faim. C'est très cynique. Aujourd'hui, on sait que dans le monde, il existe suffisamment de nourriture pour nourrir 2-3 fois la population. Et pourtant, il y a des zones où les gens ont faim. Donc, ce n'est pas une question de disponibilité de céréales à manger. Ce n'est pas cela. Et ce n'est pas une question de performance agricole, de productivité. La question de la faim aujourd'hui, c'est une question politique. La question de la faim, c'est une question qui est intimement liée au système qui gouverne le monde aujourd'hui. Donc, c'est une arme. L'Afrique a faim, non pas parce que la nourriture n'est pas disponible, non, pas du tout, mais l'Afrique a faim parce que le système est organisé comme cela, pour que l'Afrique ait faim. Tant que l'Afrique est maintenue dans ce système de dépendance et dans ce rôle de consommateur tout fait, aucune technologie ne pourra combattre la faim, aucune technologie ne pourra combattre la famine. Avec, si vous permettez, la mondialisation galopante, c'est la première fois qu'on voit notre État se comporter en vendeur de terres cultivables à des multinationales. C'est la première fois que cela se passe à l'Office du Niger. Et nous savons pourquoi. Ils veulent en faire un champ d'expérimentation, les OGM et tout. Les gens ne voient pas le danger pour le moment. Parce que quand il y a la liquidité, les gens deviennent fous. Tout le monde se fait les poches. On s'enrichit rapidement, mais on ne voit pas que c'est des questions d'avenir qui se posent. One of the ways to work in development is to work with the chief. If you can get the chief on board, you frequently are on the way to a very successful program. Un bailleur, un partenaire dit qu'il va nous faire des constructions, mais ils ont besoin d'une parcelle. Donc, mais le projet doit faire ceci, cela, pour l'intérêt de la communauté. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il faut montrer à la population que la chose que tu veux réaliser, c'est être dans leur intérêt. C'est la conséquence du choix du Fonds monétaire international et Banque mondiale. Le programme de Washington, Londres, depuis 80-90, c'est la privatisation. Le PAS, le programme d'ajustement structurel. La Banque mondiale fait la loi. Elle a ses agents chez nous, je les dénonce devant tout le monde tout de suite. Ils sont grassement payés. Fonctionnaires internationaux, ce n'est pas des Maliens, ce n'est pas des Sénégalais, ce n'est pas des Gabonais. C'est des étrangers à la peau noire, c'est tout. Donc notre population est à la merci de ces sorciers. Et c'est du bluff qu'ils nous vendent. Il y a des transferts de technologie sur lesquels il ne faut pas se leurrer. Donnez-moi une charrue et une paire de bœufs et apprenez-moi à faire produire ces paires de bœufs avec la charrue et les semences, ça je suis d'accord. Mais dans un laboratoire, manipuler des produits pour que demain il y ait des semences, je dis ça fait un travail sorcier, j'en ai pas besoin.
les organisations non gouvernementales, les ONG, vous savez que dans le cadre de la coopération, il y a des ONG qui travaillent uniquement dans le domaine de l'agriculture. Également, dans le cadre de la coopération, certaines ONG internationales qui émanent des pays du Nord viennent pour encadrer, pour aider les pays du Sud. On the other hand, we probably give most of our monies to NGOs. We give a lot to Malian NGOs, particularly in our health field. What we'll do is, one way we have done in the past to control the money issue is we've given the money to an American organization which did some grants to 20 or 30 Malian NGOs. So most of the program is basically being carried out by Malian organizations, and we don't have to. We basically turn it over to the American organizations to deal with the money issue. Je suis contre les ONG, sauf en un seul cas, c'est le cas d'urgence. C'est quand il y a une calamité. Bon, donc elles peuvent jouer. Mais dans une situation normale, les ONG qui bénéficient de détaxes, qui bénéficient de certains avantages, qui font une concurrence déloyale aux entreprises, c'est anti-développement. Étonné, j'ai toujours lutté contre ça avec mes amis américains, n'est-ce pas, avec qui je discute tout le temps. Je dis comment ça se fait que le gouvernement américain dise on va donner un budget à l'USAID, mais l'USAID va travailler avec les grosses ONG américaines qui vont travailler avec des ONG locales et les associations locales. J'ai dit ça au pays qui parle tout le temps d'entreprises et de performance des entreprises, c'est étonnant. In order to save money, we are looking for more ways to give grants directly to Malian institutions, and in the future we'll be doing more of that. It requires more work on our part, but it also lessens the cost. It's a lot cheaper to deal directly with Malian institutions. They can do it for half a job, literally for one half or less the cost of an American institution. So. Oui, j'ai contacté 2 ONG qui sont à Bamako. Ils m'ont même donné des fiches de projet que moi j'ai donné à des gens pour étudier. En tout cas, ils interviennent seulement dans le domaine des panneaux solaires. Les lumières et autres quoi. Le rôle des maires c'est ça aussi quoi. Il a l'obligation d'aller chercher les partenaires parce que l'État n'a pas les moyens. Annuellement, l'État n'attribue que des fonds de démarrage aux communes, un appui seulement aux communes. Maintenant, pour des grandes réalisations, il faut qu'on soit mobile. Il faut qu'on soit au pied des partenaires financiers pour vraiment avoir des choses. Chaque semaine, moi, je suis à Bamako. Je suis en train, je vais les voir, je vais les secouer et puis savoir exactement ce qu'ils peuvent faire pour nous dans le cadre du développement de la commune. Souvent, les ONG nationales qui travaillent directement avec les ONG internationales, ils font des programmes d'agriculture. C'est l'ONG nationale qui s'engage avec les paysans à tester les produits phytosanitaires. Alors que ces ONG n'ont aucune possibilité de contrôle. Et c'est cette ONG nationale qui constitue pratiquement le bras d'exécution des programmes de l'ONG internationale sous le couvert de l'USAID. Souvent, ce sont des ONG qui sont animées par des chômeurs, des jeunes gens qui ont fini leurs études, qui n'ont pas de travail. Ils créent leur ONG en définissant les contours. Nous voulons travailler dans l'agriculture, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Et les ONG internationales qui viennent ne cherchent que des structures comme ça.
Si j'ouvre aujourd'hui une officine en disant la lutte contre l'excision, j'aurai tout ce que je veux comme financement pour le mener. Ils vont se poser en donneur de leçons pour améliorer la situation de la femme. Donc on va faire gros plans sur l'excision, la polygamie, le monde rural, des pratiques qui auraient évolué dans un contexte économique autre. Parce que partout où il y a une scolarisation véritable, l'accès des gens à davantage d'informations et l'ouverture des communautés les unes sur les autres, l'excision recule. On n'a même pas besoin de tambour, on n'a pas besoin de battage. Mais ils mettent un argent fou dans la lutte contre l'excision. Ils enlèvent ça de son contexte. Ça devient un sujet. Et de ce fait-là, le regard qui est posé là-dessus oblige et contribue au mépris des Africains. Parce que c'est comme si une femme, quelle femme africaine qui va prendre sa petite fille, la donner à mutiler comme ça? C'est la mutilation, hein? C'est des sociétés. La barbarie. Il faut nourrir les préjugés qui doivent faire de nous des peuples barbares. Et les femmes sont martyrisées, sont présentées comme des martyrs. Mais on ne leur donne pas suffisamment la latitude de se prononcer sur ce sujet, qui est un sujet tellement pénible du point de vue de la sensibilité des Occidentaux qu'ils ne transigent même pas là-dessus. Il faut condamner. Classic case is genital mutilation. We at AID view this as a human rights issue of great severity. We're looking very seriously at a group in Senegal that has great success in working communities, basically they're developing a community approach so that the whole community accepts this is a bad practice, let's not do it anymore. If you work on an individual basis, you get to the problem like, I can't get my daughter married. Nobody will take her, at least in this village. So this, I think, is a very innovative approach being tried by this NGO in Senegal that we're looking at possibly bringing over into Mali. Nous n'avons pas de dispositions qui s'adressent spécifiquement à l'excision. Sinon, nous avons des dispositions qui peuvent réprimer l'excision. Les coups et blessures, on peut les assimiler à ça. C'est réprimé par notre code et la constitution, notre constitution qui est la loi fondamentale, dit que l'être humain est sacré et inviolable. Aucun cas d'excision n'est passé devant les juridictions au Mali. Parce que c'est des décisions, c'est des choses qui se font au sein d'une famille et c'est très mal vu dans notre société que des parents, surtout des parents proches, se traînent devant les juridictions. What we really need is more role models, women who are doing things, who are singing stars, who are ministers, who are heads of companies, really putting them into the spotlight and giving women in Mali the idea, women do these things too. Les liens de mariage ne concernent pas les deux seuls individus chez nous. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu
Et il est rare de voir chez nous, dans une famille, où on trouvera une femme, sa femme et ses enfants. Moi, par exemple, j'ai ma belle-mère chez moi, j'ai une cousine de mon mari chez moi, j'ai des cousins de mes enfants chez moi. J'ai été en Italie, j'ai vu une maison, j'ai rencontré une famille en Italie qui avait leur grand-mère dans une maison de retraite. Bon, on l'a rendu visite dans la maison de retraite, mais pour moi, je n'étais pas très préparée à ça, parce que nous n'amenons pas nos vieilles personnes dans une maison de retraite. On fait tout pour pouvoir les garder à la maison. Nous avons encore de l'espace. Moi, je pense que la solidarité qui existe dans nos sociétés, il faut cultiver cette solidarité et pouvoir la nourrir et pouvoir la maintenir. Mais bon, je disais que j'ai vu ça en Italie, mais aux États-Unis, j'en ai vu encore pire, où j'ai rencontré une professeure d'université qui vivait avec sa mère. Bon, il ne vivait pas, mais la mère, c'est une rue qui sépare les deux bâtiments. Mais je lui ai dit, mais pourquoi vous ne viendrez pas vivre ensemble? Parce qu'elle, elle était seule. Elle est professeure d'université, elle était seule. Elle a 2 grands-enfants qui étaient partis s'installer ailleurs. Elle dit, je ne m'occupe pas des affaires de ma mère, elle ne s'occupe pas de mes affaires. Donc, elle a ses affaires, j'ai les miennes. Donc, j'ai dit, mais ces 2 appartements, vous pouvez louer une et pouvoir subvenir à d'autres besoins. Elle dit, non, chacun a son monde. Moi aussi, j'ai mon monde, chacun gère ce monde. J'ai dit, j'étais un peu choquée. Bon, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, peut-être c'est leur conception, c'est leur société, peut-être elles ont aussi leurs raisons. Mais si c'était moi, je préférerais vivre avec ma mère et pouvoir un peu subvenir à ses besoins. J'ai dit ça à mon mari, il dit, ah, tu sais, peut-être c'est leur société. Kana kani mosa dangunino misiko ne jigila tigera kanu nyogo maluni yonte ikalo jafa mayide Usman eko chokodi La formation se fait selon le droit français. C'est-à-dire les Canadiens ne viennent pas nous former selon leurs coutumes ou leurs traditions juridiques, non. Ils viennent former les magistrats maliens selon la coutume, la tradition judiciaire française. Ouais, mes professeurs sont des Français, hein, de la grande droite. Durand, c'est mon patron. Et je croise les bras devant lui. Il a l'habitude, il m'a fait faire des travaux sur le travail forcé en Afrique, mais j'ai pris des thèses de gauche. Oh, écoutez, mais quand même, tu n'es pas un journaliste de la Pravda.